J'ai utilisé FL Studio pendant presque 10 ans et je vais vous expliquer les raisons qui m'ont poussé à changer et vous raconter une grosse mésaventure que j'ai eue avec ce logiciel qui m'a définitivement poussé à sauter le pas et je vous dirai pourquoi j'ai décidé de ne plus l'utiliser pour mes prochains projets. Ce sera l'occasion de parler des logiciels de MAO et comment bien choisir le vôtre parce que contrairement à ce qu'on peut entendre assez souvent, ils ne sont pas tous faits pour n'importe quelle utilisation. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Otem, sur cette chaîne on parle de musique de film et aujourd'hui on va parler des logiciels de MAO. Pour les plus débutants, le DAW, c'est le logiciel qui va pouvoir prendre en charge l'intégralité des étapes de création de votre musique. C'est-à-dire l'enregistrement, l'édition, le mixage et la production de la musique en général, ou de n'importe quel type de son d'ailleurs. Dans les plus populaires, on retrouve par exemple Cubase, FL Studio, Logic Pro, Pro Tools, Ableton Live ou encore Reaper. Je travaillais plus ou moins avec tout cela à un moment donné, à l'exception de Pro Tools qui s'éloigne un petit peu de mes besoins. En théorie, ils sont tous capables de vous permettre de faire ce que vous voulez et donc d'arriver au même résultat car ils ont tous une base d'outils qui sont communes à tous les logiciels de MAO. Je dis bien en théorie, car vous allez voir qu'il y a quand même un bémol. Et comme vous le savez sûrement, le logiciel que j'ai le plus utilisé ces dernières années, et que vous avez vu dans toutes mes vidéos jusqu'ici, c'est FL Studio. Et je sais que je suis pas le seul, puisque je vous avais posé la question sur Instagram il y a quelques temps, et vous étiez pas mal à être dessus. C'est vraiment le logiciel avec lequel j'ai commencé, et qui m'a accompagné pendant plusieurs années jusqu'ici. Alors non, le premier logiciel avec lequel j'ai vraiment commencé, c'était Adobe Audition. Purée, ça date ça. J'enregistrais tout au clavier, il n'y avait pas d'instrument VST dessus, ce logiciel était vraiment rincé. Et les autres logiciels que j'ai pu utiliser, c'était surtout dans le cadre des différentes formations que j'ai pu faire, ou alors sur des projets très particuliers qui demandaient à ce que j'utilise absolument tel ou tel logiciel. Et si j'ai choisi FL Studio, c'est qu'en tant que grand débutant dans la MAO, il était plutôt séduisant. C'était en 2016. Je trouvais que le logiciel était assez intuitif, moi qui n'y connaissais pas encore grand chose. FL, c'est un logiciel qui est relativement facile à prendre en main comparé à d'autres, et aussi pas mal pour composer rapidement, notamment avec son système de boucles qu'on peut assez vite dupliquer, etc. Le piano roll est super optimisé aussi, et à l'époque j'utilisais surtout pour faire des maquettes pour mon groupe de musique. Moi je faisais du punk rock. J'avais pas encore l'intention de faire de la musique orchestrale avec une tonne de synthé et des gros projets comme je peux faire aujourd'hui. Donc ce logiciel il était vraiment parfait pour ça. Maintenant pour faire de la MAO un peu plus complexe, en particulier pour de l'orchestral, c'est là que les problèmes commencent et que ça commence à coincer. À partir du moment où on fait face à des projets plus exigeants, je trouve que FL est très en retard. Et d'ailleurs je trouve qu'ils sont en retard tout court, j'y viendrai juste après. Déjà en ce qui concerne la gestion du CPU et surtout de la latence chez FL qui est assez mauvaise je trouve comparée à d'autres logiciels. On a une gestion des ressources qui semble assez fragile avec des sessions qui manquent parfois de stabilité dès qu'on a des projets volumineux. Ça je m'en suis rendu compte quand j'ai refait complètement mon PC avec des composants plus performants et que j'ai pu augmenter la taille de mes sessions. Quand j'ai des grosses sessions sur FL, je suis obligé de prévoir d'enregistrer les audios en premier ou alors de couper des plugins d'effets pour pouvoir enregistrer convenablement sans avoir une demi-seconde de latence à l'enregistrement. Franchement, j'exagère à peine. Là, on a un de mes derniers projets, même pas un des plus gros que j'ai fait dernièrement, et vous voyez que même à l'arrêt, le CPU est assez haut, et qu'on est à plus de 300 millisecondes de latence, c'est juste impossible d'enregistrer de nouvelles pistes en direct comme ça. Cette gestion des ressources, pas toujours au top, ça pourrait être surmontable si on avait la possibilité de geler ou de désactiver temporairement les pistes d'instruments. Mais FL Studio n'a pas de fonction freeze, et la seule manière de le faire c'est d'exporter manuellement les pistes en audio et de supprimer les VST. Donc sans possibilité de revenir en arrière si on a besoin de faire une retouche plus tard, et c'est vraiment pas pratique. À côté de ça, on peut aussi noter la gestion du tempo qui est catastrophique en ce qui concerne les audios. Dès qu'on a un changement de tempo dans le morceau, l'audio bouge dans tous les sens, et quand il s'agit d'un sample, ça passe, mais dès qu'on doit enregistrer une voix ou un instrument, c'est tout simplement un enfer à gérer. L'audio ne correspond plus du tout à ce qu'on voit à l'écran et à ce qui passe au niveau de la tête de lecture. C'est une vraie galère pour visualiser où on se situe par rapport au morceau. Donc au final, sur les derniers morceaux que j'ai fait avec de la voix sur FL Studio, je me suis tout simplement résolu à arrêter de faire des changements de tempo parce que c'était trop compliqué à gérer. À ça, on peut ajouter aussi le partage des sessions en MIDI qui est très compliqué. Quand on veut exporter une session en MIDI, il faut la convertir. Jusqu'ici ça va. Mais les automations de pédales de sustain, de dynamique et d'expression du piano roll ne sont pas prises en compte. Pareil pour l'import de fichiers MIDI, les automations se mettent n'importe comment et ne sont pas assignées au bon port MIDI. Faut les copier manuellement au bon endroit, et c'est du temps de perdu inutilement, ça arrive pas tous les jours, mais j'ai juste pas le temps de faire ça. À ça, on peut aussi ajouter le fait que le mixeur soit limité à 125 pistes maximum, ce qui est parfois handicapant. 125 pistes, ça a l'air beaucoup, mais en orchestral, ça monte assez vite. Si par exemple on veut faire du layering, c'est-à-dire doubler les pistes de l'orchestre avec un autre orchestre, puis ajouter une batterie avec des pistes séparées, des percussions et des synthés. Et visiblement, ils ont l'intention de changer ça, apparemment pour que ça monte jusqu'à 500 pistes, voire plus dans les prochaines mises à jour. Donc ça va, ils bossent dessus depuis octobre 2017. 7 ans. Ça arrive. Je suis pas développeur, je vais peut-être dire une bêtise, mais FL Studio c'est pas GTA 6 non plus. Et ça pour moi c'est un des points les plus négatifs chez FL Studio. Les mises à jour ont toujours plusieurs trains de retard par rapport aux autres logiciels, et c'est usant. Il a fallu par exemple attendre décembre 2022 pour avoir enfin accès à des vrais fondus accessibles sur la playlist, avec la possibilité de faire des crossfades. C'est un truc de base qui a été ajouté super tard, et qui en plus de ça n'est même pas complètement utilisable, car la fonctionnalité n'est même pas complète. C'est vraiment décevant. Un crossfade c'est fait pour passer progressivement d'un audio à un autre, de façon transparente. Pour ça il y a deux types d'échelles qu'on attend, soit une échelle linéaire, soit une échelle logarithmique. C'est indispensable d'avoir le choix entre ces deux types selon la situation dans laquelle on se trouve. Je suis désolé pour les geeks, je vais prendre des raccourcis car c'est un peu technique. Mais l'échelle linéaire, on s'en sert surtout lorsqu'on passe d'un audio à un
autre relativement différent, ou alors quand on a deux audios avec du silence entre les deux. Par exemple, on s'en sert souvent pour une voix avec deux prises qu'on voudrait assembler. Oh baby, Et l'échelle logarithmique, c'est ce qu'on va souvent utiliser pour raccorder deux sons similaires, et ça permet d'avoir une puissance qui est constante. C'est super utile quand on veut raccorder deux prises à un instrument pendant qu'il joue sans entendre de baisse de volume. Par exemple, avec une guitare, on prend le début de l'accord sur une prise, et on fait la transition sur la fin de ce même accord sur la prise suivante. Sur FL, on a une échelle qui semble linéaire, puisqu'on entend une baisse de volume d'un audio à un autre. Mais en revanche, on n'a pas la possibilité de passer en logarithmique. Et pour une fonctionnalité qu'on a attendue aussi longtemps, c'est quand même super dommage d'avoir fait les choses à moitié. Je me dis que soit les développeurs de FL ne savent pas ça, et alors on peut se demander ce qu'ils font à créer des logiciels de MAO, soit, et je pense que c'est plutôt ça, ils ont délibérément choisi de sortir une fonctionnalité à moitié finie, alors que c'est pourtant indispensable. Surtout pour les beatmakers qui utilisent pas mal de samples, puisque c'est leur cible à l'origine. Ça semble être un détail, mais ça montre à quel point il faut pas trop en attendre d'eux dès qu'on rentre dans quelque chose de plus abouti. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai quand je vois ça. Malgré tout ça, je suis resté encore quelques temps avec ce logiciel, tout simplement parce que j'avais pas envie de prendre le temps de me réhabituer à un autre, alors que je suis super efficace sur FL Studio. Donc je me suis entêté à rester dessus, jusqu'au jour où j'ai eu un gros problème. Ce jour-là, j'ai une session fraîchement terminée, le mastering est fait et tout va bien. C'est une grosse session, mais même pas une des plus chargées que j'ai pu faire, loin de là. Je ferme le projet et je me dis que j'exporterai ça demain après une dernière écoute à tête reposée. Et le lendemain, au moment de l'ouvrir, le son se lance mais rien ne répond à l'écran. FL plante complètement et la playlist ne répond plus. Et ce plantage, c'était vraiment sur cette session seulement et toutes les autres fonctionnaient très bien. J'ai dû ouvrir et fermer la session une vingtaine de fois avant d'y avoir accès. J'ai l'habitude des dysfonctionnements de chez FL, mais cette fois c'est vraiment problématique et ça m'a complètement ruiné le projet, il fait perdre une session. Pour remettre en contexte, cette session a été destinée à être cédée à une boîte de synchro. En gros, c'est une session qui aurait dû être ajoutée à une librairie pour être proposée sur des films ou des publicités, etc. Le truc c'est que si le morceau est choisi pour un projet dans peut-être plusieurs mois, on peut me demander de faire des retouches dessus. Donc là j'ai eu de la chance, la session s'est ouverte à la 20e tentative, mais si demain je peux pas ouvrir la session, bah déjà je perds le projet, ça c'est pas ouf, mais surtout je mets la boîte qui l'a vendu dans une position sacrément compliquée, puisqu'elle est obligée d'annuler le contrat. Et je peux vraiment pas risquer ça, c'est juste pas possible. Donc la track de cette session est invendable, j'ai fait un morceau pour rien, qui ne verra jamais le jour. Cette fois, sans les trop, et c'est là que j'ai eu le déclic pour vraiment passer sur un autre logiciel. Le nouveau logiciel que j'ai choisi, c'est Cubase. Alors rien de très original, car s'il y a un logiciel qui est réputé pour être utilisé sur des projets complexes et bien chargés, c'est celui-ci. C'est ce que j'ai choisi d'utiliser et que vous verrez désormais dans les prochaines vidéos. Ça fait maintenant à peu près 5 mois que j'ai commencé à l'utiliser, et si vous voulez faire de la MAO avec de l'orchestre ou de la musique et l'image, franchement c'est une pépite. Déjà, en termes de gestion des ressources, c'est un logiciel qui est vraiment performant. Même avec un grand nombre de pistes, on arrive à avoir une latence super courte pour enregistrer en direct. Ce qui est top aussi, c'est qu'on peut faire de gros templates en désactivant des pistes pour libérer de la ressource. Donc on peut mettre une quantité énorme de pistes déjà préparées en standby et activer seulement celles qui nous intéressent, c'est vraiment hyper pratique. On a un workflow qui est vraiment top, par exemple pour gérer les automations de dynamique et d'expression sans les chercher 15 ans dans le piano roll. Elle s'affiche directement, c'est un vrai plaisir. Si on veut faire du layering, on a juste à dupliquer le clip qui nous intéresse et à le placer sur la piste qui correspond. Pas besoin de faire des allers-retours à tout copier. Les automations suivent et c'est fait en un clic, contrairement à FL où il fallait copier les notes puis les automations une par une. Maintenant, en ce qui concerne la MAO orchestrale directement, on a des outils qui sont pensés exprès pour ça et intégrés de base directement dans le logiciel avec l'Expression Map. L'Expression Map. Là, on a un truc qui permet de gérer les key switch directement dans le logiciel. On rentre les différentes articulations et on n'a plus besoin d'aller les chercher dans le piano roll ou de faire des micmacs pour contourner ça avec des plugins comme BRSO ou des dingueries dans le patcher comme Alex Moukala. Il a vraiment du courage, personnellement, jamais de la vie je fais un truc comme ça. On a aussi une vraie piste de tempo, et le truc le plus important, c'est que ça ne nuit pas à l'audio, et on sait exactement où se trouve l'audio par rapport au morceau. Pour ce qui est de la vidéo, pour la musique et l'image, on a un lecteur qui est vraiment pratique, avec la possibilité d'éditer et de déplacer la piste vidéo, et un aperçu des images et de l'audio sur la piste. Couplé aux différents outils qu'on a avec la piste de tempo, c'est juste parfait. Pour faire matcher la musique avec l'image, on fait très souvent de petits changements de tempo, pour que la musique tombe pile au bon moment par rapport à la vidéo. Là j'ai juste à trouver la frame qui m'intéresse et à déplacer le tempo pour me caler pile dessus, c'est génial. Sur FL, il fallait y aller à tâtons et attendre de tomber sur le point qui nous intéresse, et là encore c'est du temps de gagner. Et même au-delà de ça, je trouve que pour vous, avec le contenu que je vous fais sur YouTube, la vue du logiciel est super pour avoir une section ou même la session en visuel sur le piano roll. Et aussi pour ceux qui sont abonnés au Patreon, vous pourrez ouvrir toutes les sessions avec les automations directement dans le fichier. Peu importe le logiciel que vous utilisez, c'était pas le cas avant et ça c'est super. Donc je suis vraiment content de ce logiciel jusqu'ici. Le seul truc que je regrette un petit peu d'FL, c'est son piano roll qui était quand même bien optimisé.
Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement, tous les logiciels de MAO, en tout cas les plus connus, pourront vous permettre d'arriver au même résultat. Mais vous voyez que certaines fonctionnalités, parfois des fonctionnalités de base, sont parfois difficiles d'accès, voire pas accessibles du tout dès qu'on commence à être un petit peu exigeant. Et que certains logiciels, comme FL Studio, ont quand même certaines limites. Et personnellement, la leçon que j'en tire, c'est que chaque logiciel a sa cible, et c'est bien d'en tenir compte. Cubase, par exemple, cible les compositeurs qui produisent des morceaux avec des sessions lourdes. Et les mises à jour de ce logiciel continueront d'aller très certainement dans ce sens. Ableton vise les compositeurs de musique électronique et l'utilisation des boucles en live, et je pense que les mises à jour iront dans ce sens aussi. Pareil pour Pro Tools, qui va surtout cibler les professionnels en ce qui concerne l'enregistrement et le mixage. Et FL Studio vise essentiellement les beatmakers et les producteurs d'EDM plus généralement. Souvent les plus débutants, et c'est sûrement pour ça que les dernières mises à jour ont surtout été là pour rendre le logiciel plus attrayant pour cette cible-là. Avec par exemple une interface plus personnalisable visuellement, pour faire des belles captures d'écran, l'intégration d'une banque de samples en ligne directement dans le logiciel, et une navigation dans les fichiers facilitée pour rendre la recherche des samples plus pratique. Et je pense que c'est parce que je suis pas la cible que les fonctions qui m'intéressent n'arriveront pas, ou arriveront tardivement. Maintenant, il y a plein de choses à optimiser sur FL pour d'autres catégories de musiciens qui font autre chose que du beatmaking et qui ont envie d'utiliser ce logiciel. Franchement, autour de moi, je vois plein de beatmakers qui ont envie de s'essayer à d'autres choses, en particulier de la musique de film, puisque c'est comme ça qu'on se rend compte. Et ils se retrouvent bien souvent à changer de logiciel pour les mêmes raisons que je vous ai exposées dans cette vidéo. Donc je pense que FL pourrait y gagner en s'adaptant à eux pour que ces mêmes musiciens continuent de faire vivre le logiciel même en progressant. Pour le moment, FL souffre un peu d'une image peu professionnelle, et si les utilisateurs qui évoluent se détournent du logiciel, ça risque de pas s'arranger, en particulier ceux qui, comme moi, partagent leur expérience sur les réseaux. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel logiciel vous utilisez, et pourquoi vous avez choisi ça, ça va être intéressant. Il n'y a pas de session à télécharger aujourd'hui, en revanche, je vous poste la V1 de mon template sur Patreon, et je le mettrai à jour régulièrement dès que je ferai des ajouts dessus. Pour l'instant, il y a toutes les pistes de BBC Symphony Orchestra bien rangées et routées avec les bus, les auxiliaires, ainsi que Cinematic Studio Strings et Cinematic Studio Brass. Tout ça avec les expression maps bien programmées et quelques pistes supplémentaires comme des percussions, etc. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Otem, prenez soin de vous, et à très vite.